Bienvenue sur la chaîne des non-dits au cabinet médical à propos du numérique en santé et à propos de l'intelligence artificielle. Cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai dû réaliser il y a 2 mois. Tout d'abord, le numérique. Le numérique, nous l'utilisons d'abord, et j'en ai parlé dans la première vidéo, pour l'organisation du travail. Ce qui permet aux médecins de se libérer de certaines tâches, ne serait-ce que du clavier. On peut regarder son patient, et le patient peut regarder son médecin en face. Ça n'est pas rien. Dans un diagnostic, et dans l'aspect notamment psychologique des choses. Donc le médecin, libéré du clavier, peut écouter son patient, peut l'interroger et ensuite l'examiner physiquement. Déterminer quels sont les examens complémentaires éventuellement à faire, ça peut être une biologie, ça peut être une imagerie ou un adressage à un médecin spécialiste et bien expliquer à son malade de quoi il retourne. Voilà donc du temps gagné puisque le système, notamment d'intelligence artificielle, qui se trouve, si vous voulez, attaché au logiciel métier sur lequel nous travaillons, va pouvoir enregistrer tout ce qui se dit pendant cette consultation. Bien entendu, il faut obtenir l'accord du patient de l'enregistrer. C'est évident. Et lui dire pourquoi. Il va enregistrer mon examen physique. Voilà, j'ai constaté un foie, voilà. J'ai constaté sur le plan pulmonaire telle chose. J'ai noté des œdèmes aux membres inférieurs. Oh, les yeux sont un petit peu jaunes. Le teint est pâle, etc. Donc tout ça rentre dans la machine. Et ensuite, bien entendu, les prévisions d'examen complémentaires et l'intuition, disons si j'ose dire, peut-être à ce stade-là, du diagnostic. Et pourquoi cette intelligence artificielle va réussir finalement à sélectionner et à mettre dans l'ordre interrogatoire, antécédent interrogatoire, examen physique, examen complémentaire prévu, etc., conclusion, enfin j'en passe, parce que là il existe une intelligence artificielle dans laquelle, dans cette machine, est rentré des dizaines de milliers d'observations de médecine générale. Tout simplement. Donc, tout ce que la machine a pu enregistrer va être proposé à cette intelligence artificielle qui, elle, va tout mettre dans l'ordre, tout simplement. Et moi, me voilà libéré. Bien sûr, je ferai une lecture rapide pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que, admettons que je dise au patient « non, vous vous tenez mal » ou alors étendez la jambe comme je vous ai dit, « vous faites ça pas bien », etc. L'intelligence va éliminer, bien entendu, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de retenir dans l'examen physique. Bah oui, parce que s'il compare cette intelligence compare ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce qu'a dit le malade, le résultat de l'examen, etc., à ce qu'il a dans sa base de données, et il a repéré dans ces dizaines de milliers d'observations qui ont été rentrées qu'il y avait des choses complètement inutiles et donc il ne va pas les retenir. Donc il va sélectionner les choses intéressantes. Ça, c'est quand même assez étonnant. D'ailleurs, quand on en parle avec les patients, ils sont toujours assez étonnés. Ils me disent « Docteur, c'est pas mal votre truc. » Non, enfin, c'est pas... Voilà. La maison de santé pluridisciplinaire où je travaille a pu se munir de cela. Maintenant, de la téléconsultation, de la téléexpertise, de la télésurveillance. Du reste, sous la vidéo, dans la description, je vous mets le lien qui vous amène directement sur ces définitions sur le site d'amélie.fr. Vous trouverez comment ça se passe, les conditions, parce qu'il y a des conditions officielles, et le coût, bien entendu, d'une consultation. Bon, je vous le dis tout de suite, une consultation TCG, télé, consultation généraliste, elle est de 25 €. La consultation présentielle est de 30. Voilà. Et remboursée, bien entendu, à 70%. Alors, cette téléconsultation permet aux médecins
de contacter son patient. Admettons, il a un résultat d'analyse, ou alors il revient sur un diagnostic, ou il prévoit un examen, etc. Il va contacter son malade, ils vont discuter. Il faut qu'il y ait la vidéo, toujours. Ça fait partie des conditions. La vidéo, pour pouvoir discuter, et voilà, et parce que le médecin aura peut-être besoin d'informations complémentaires, et donc va voir son malade. Toujours. Et puis, bon, ça permet quand même une certaine proximité, finalement. Voilà. Donc, le médecin va donc informer son patient, lui dire de faire ceci ou cela, ou comment allez-vous suite à mon traitement, est-ce que ça se passe. Il peut aussi initier une téléconsultation parce qu'il n'a pas pu rencontrer son médecin en présentiel, qui lui est surbooké. Donc, il va prendre un rendez-vous par messagerie, puisqu'il y a une messagerie qui est attachée au logiciel métier, où se trouvent bien sûr toutes les données qui permettent d'échanger, tout ceci sécurisé bien entendu, et donc le patient va demander une consultation. Donc, le médecin va fixer une heure, il renvoie un message en disant téléphonez-moi à telle heure, je serai libre pour vous écouter. Voilà. Donc tout ça, bien entendu, si l'initiative vient du médecin, il faut qu'il y ait l'accord du malade. Mais enfin, c'est un accord la plupart du temps tacite. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsque c'est un médecin qui n'est pas le médecin traitant. Alors le médecin peut faire une téléconsultation, son malade a mal à la gorge, il n'a pas le temps de le voir, etc. Bon, quelque chose de relativement bénin. Il estime que le présentiel n'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, il peut donner des renseignements, donner quelques conseils, voir si c'est viral, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Bon, voilà. S'il y a besoin d'un arrêt, il peut donner un arrêt de travail. Il n'est pas limité en nombre de jours, alors qu'un médecin qui n'est pas le médecin traitant ne peut mettre que 3 jours. Et le médecin traitant peut aussi prolonger l'arrêt de travail. La sage-femme, pareil, comme le médecin traitant, peut prescrire un arrêt de travail et une prolongation d'arrêt de travail. Il faut le savoir. Bon, si vous êtes sur la Côte d'Azur et que vous voulez contacter votre médecin, vous ne pouvez pas et vous avez quand même besoin, etc. Dans ce cas-là, bon, vous serez peut-être orienté par le 116-117 qui vous dira tel médecin et vous pouvez le contacter ou le voir ou peu importe. Enfin, si c'est une téléconsultation, le médecin en question n'a pas accès à votre dossier médical. Il peut avoir accès à Mon Espace Santé si vous l'autorisez. Il ira à ce moment-là voir les choses importantes, peut-être les courriers de spécialistes, les résultats de biologie, etc. et se fonder là-dessus un petit peu pour essayer de vous prendre en charge. Mais enfin, ce n'est pas une consultation présentielle d'un malade connu. C'est un malade inconnu et il n'en connaît pas les caractéristiques, notamment psychologiques. Et il existe des sociétés qui ont monté, si vous voulez, ont accepté des médecins qui veulent faire de la téléconsultation, et ces médecins, ils sont référencés, et dans ce cas-là, bon, ils vous donnent accès à un médecin. Voilà. Alors vous trouvez aussi des cabines chez les pharmaciens. Pour une téléconsultation. Donc vous pouvez aussi demander à votre pharmacien, j'aimerais contacter mon médecin. Voilà. Ou j'aimerais contacter un médecin qui n'est pas le mien parce que je suis loin et que je ne peux pas le voir et que voilà, il me faut... très bien. Donc vous voyez, tout ceci, et depuis notamment le Covid, a été un petit peu mis en route en ce qui concerne les téléconsultations. Alors, qu'est-ce que c'est que téléexpertise? C'est une affaire entre médecins. Médecin généraliste avec un médecin compétent ou un médecin, spécialiste. Voilà, j'ai besoin d'un avis cardiologue, j'ai un tracé électrocardiographique et puis un patient qui me pose problème, les symptômes, tout ça, je ne suis pas sûr du diagnostic. L'électro, je ne peux pas tellement lui faire confiance parce que souvent, les diagnostics qui nous sont donnés par les électrocardiographes sont plutôt excessifs. Voilà, et donc on va vous mettre par exemple la fracture du myocarde, on dirait que c'est par prudence. Voilà, donc là on est embêté et à ce moment-là, il existe un réseau qu'on appelle Omnidoc, dans le département où je suis, là, et donc on va interroger un médecin hospitalier, puisque c'est un réseau hôpital et monde libéral, et donc là, instantanément, je vais joindre mon observation, le malade me dit qu'il a ceci, qu'il a cela, qu'il a... Voilà l'électro, je vous le mets, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que vous devez le voir? Ou quelle attitude je dois? Est-ce que je peux mettre en route tel ou tel traitement? Vous pouvez faire vos propres propositions, et le cardiologue vous répond, je dirais pas en temps réel, mais en général, là où je suis, rapidement. Il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, vous gagnez du temps. Parce que pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue, dis donc, il faut vous cramponner. Vous ne l'aurez pas tout de suite. Loin de là. Donc vous voyez, la téléconsultation, c'est intéressant. Bon,
c'est entre confrères, hein, donc le médecin traitant va donner tout un tas de renseignements et le cardiologue va obtenir tous les renseignements possibles. S'il y a eu des hospitalisations, qu'est-ce qui a été fait, etc. Tout ça va être discuté, hein, et chacun s'engage et il existe une rémunération de 20 € pour le médecin généraliste pour ce genre de consultation, qui est chronophage quand même, hein, mais qui pour le patient est très intéressant. Parce que quand vous parlez avec le cardiologue, il faut quand même lui amener tous les éléments, tout doit être prêt, votre contact téléphonique doit être prêt. Vous devez être prêt à faire une observation. Hein, comme quand on est interne et qu'on va devant le chef de service lui dire voilà ce que l'on fait pour tel et tel patient. Donc il faut avoir ce qu'on appelle les biscuits, c'est-à-dire voilà, j'ai tout en main, moi je pense que c'est ceci, vous docteur, vous cher confrère, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça peut être un rhumatologue, ça peut être un chirurgien. Dans le dossier, dans le logiciel métier, nous avons bien sûr le téléphone du patient et on se met en contact avec lui et rapidement, les choses vont très vite. Hein. Voilà tout l'intérêt de la téléexpertise. Alors il existe aussi la télésurveillance, hein, je pense. Alors, oui, je la différencie un petit peu de la téléconsultation. La télésurveillance, si vous voulez, c'est un suivi de patients que vous connaissez en EHPAD, personnes très âgées, et pour lesquelles vous voulez des nouvelles parce que vous l'avez vu, vous vous inquiétez, petite insuffisance cardiaque, vous avez mis en route un traitement pour une phlébite, et vous voulez savoir comment les choses se passent, donc vous allez avoir au bout du fil l'infirmière qui va vous donner tous les renseignements. Mais ça peut être à l'inverse, un contact de l'EHPAD, de l'établissement hospitalier pour personnes âgées, qui va vous contacter en disant « Docteur, bon, depuis que vous êtes passé, moi je tiens à vous dire qu'il y a ceci, ça. » Et là, à ce moment-là, grâce à la vidéo, l'infirmière va donner d'abord toutes les constantes, température, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, mais le médecin a besoin d'autre chose. Il va lui dire, bah écoutez, regardez voir si elle a mal au ventre, si le foie n'est pas trop gros, quand l'infirmière, bien sûr, a été sensibilisée sur ce genre de choses. Regardez, écoutez voir si dans les basses pulmonaires, il y a des grésillements, est-ce que la respiration est courte, etc. Donc vous voyez, là, l'intérêt, parce que là c'est une urgence la plupart du temps, et le médecin ne peut pas se déplacer, quitter ses consultations, vous savez bien que les rendez-vous se succèdent, et souvent, vous le savez bien, nous sommes toujours en retard, ça c'est notre défaut, mais c'est comme ça, voilà. C'est intéressant, ces télésurveillances, bien entendu, qui sont rémunérées comme une téléconsultation, bien entendu, mais c'est intéressant parce qu'il y a autour du patient, il y a tous les soignants, ça peut être le kiné, ça peut être l'infirmière, ça peut être la psychologue, ça peut être aussi éventuellement le directeur de l'établissement qui va être là et va nous donner des renseignements, ça peut être aussi la famille qui est à côté. Alors oui, l'intérêt, notamment je parle des EHPAD, mais ça peut être au domicile bien entendu d'un patient. Hein, l'EHPAD c'est un substitut finalement du domicile comme toutes les maisons de retraite. Alors maintenant nous arrivons à l'intelligence artificielle. Là on va essayer d'être pratique. Alors l'intelligence artificielle, on le devine, on a certainement des perspectives infinies en santé avec l'intelligence artificielle. Ne nous emballons pas. Et nous allons voir d'ailleurs, en parlant de cas pratiques, les dangers. Mais nous verrons aussi les avantages. Alors, on peut se poser une question, n'est-il pas incongru de parler d'intelligence artificielle? L'origine du mot intelligence vient du latin intelligere, ça veut dire choisir entre. Non, l'intelligence artificielle ne choisit rien du tout, entre. Elle ne pense pas, l'intelligence artificielle, elle ne choisit pas. Elle est formatée, il existe des réseaux de neurones artificiels, on peut dire, c'est pas les neurones humains, et elle suit voilà, tout simplement. Mais elle ne pense pas. Elle est formatée. Quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? Alors là, évidemment, on l'a vu en termes de posture du patient face à son malade, on l'a vu tout à l'heure dans l'organisation du travail. Je ne reprendrai pas ce que j'ai dit tout de suite. Disponibilité, bien entendu, du médecin. Libération, on se libère du clavier. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est l'intelligence artificielle qui peut être faite pour aide au diagnostic, dans lequel vous allez rentrer
ce que vous connaissez du malade, ses antécédents, donc son passé, ses antécédents familiaux, la discussion que vous avez eue avec le malade qui est venu pour un motif bien précis, l'examen physique, ce que vous avez vu, si vous avez eu des examens complémentaires parce qu'il revient avec des examens complémentaires ou la biologie, de l'imagerie ou un compte-rendu de spécialiste qui a vu ce patient, là vous rentrez tout ça dans la machine. Alors je prends l'exemple du patient qui vient pour une douleur dans la poitrine. Il a une douleur dans la poitrine. Alors les diagnostics pour douleur dans la poitrine, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et c'est le rapprochement des symptômes que ressent le patient et de l'examen physique que vous allez faire qui va vous aiguillonner, voilà, vers peut-être une suspicion diagnostique. Mais quelquefois, vous êtes embêté. Vous vous dites, est-ce que c'est une douleur du thorax? Une petite névralgie intercostale? Est-ce que c'est musculaire? Un froissement musculaire? Une sorte de claquage? D'étirement? Voilà, suite à... Voilà. Vous vous dites, est-ce que c'est pulmonaire? Vous avez fait auscultation pulmonaire, vous posez aussi une question peut-être d'embolie pulmonaire qui passerait inaperçue chez un patient qui a un œdème de jambe, vous dites il a peut-être une phlébite, une embolie pulmonaire, vous posez la question, est-ce que c'est cardiaque? Alors là c'est pareil, est-ce que c'est une irradiation d'une pathologie de la vésicule biliaire qui irradie vers le haut ou du pancréas, etc. Alors vous cherchez tous les signes, etc. Et vous rentrez tout ça dans la machine. Et la machine va vous proposer un ou deux ou trois diagnostics en vous alertant sur telle et telle chose. Ça, c'est déjà plus intéressant. Mais attention, parce que ces machines, tout dépend de ce que vous avez rentré. On dit garbage in, garbage out. Vous rentrez des détritus, il sortira des détritus. On va prendre un exemple. Par exemple, le docteur Guy Valencien, qui est un urologue et qui fait partie de l'Académie nationale de médecine, a raconté ça lors d'une formation. Il a voulu expérimenter l'intelligence artificielle à propos d'un patient qui avait une pathologie prostatique. Le patient avait du mal à pisser c'est un terme médical, pardonnez-moi, avait du mal à pisser, il était obligé de pousser, il allait souvent pisser, l'impression que sa vessie n'était jamais vide, donc il allait repisser parce que c'était jamais vide, et donc il allait... Voilà. Et donc le professeur Valencien a rentré dans la machine, prévue pour ce genre de diagnostic, de recherche sur la prostate, il a rentré tous les éléments. Interrogatoire du patient, ce qui dit le patient, les symptômes. Résultat de l'examen physique, je ne sais plus s'il avait fait un toucher rectal, mais peu importe, il avait fait une échographie. Je me souviens, on ne fait pas forcément le toucher rectal, l'échographie c'est mieux, enfin c'est plus facile. Donc il avait fait une échographie, il avait même rentré le volume le poids de la prostate en disant qu'elle faisait 40 grammes. Prostate, ça fait entre 20 et 30 grammes, grosso modo, hein, voilà. Et donc, il avait même rentré aussi ce qu'on appelle le PSA, c'est l'antigène prostatique spécifique, et qui était lui aussi aux alentours de 40. Mais l'antigène prostatique, vous le savez bien, n'est pas caractéristique du cancer de la prostate. Il n'est pas spécifique du cancer, il peut être élevé pour d'autres raisons. Une simple inflammation prostatique, une prostatite, une infection prostatique peut donner un PSA très élevé. Un adénome de la prostate, tumeur bénigne, pareil, hein, voilà. Une grosse prostate, pareil. Donc il a rentré tout ça dans la machine, et puis il a appuyé sur le bouton. Qu'est-ce que c'est, chère intelligence artificielle? Réponse, grosse prostate. On appelle ça hyperplasie en termes médicaux. Grosse prostate, bah oui, grosse prostate, on l'a vu, puisque 40 grammes, on fait, si vous voulez, une extrapolation entre l'image qu'on voit à l'échographie, puisque c'était l'échographie qui avait donné le volume, et on extrapole en poids, bon, question de densité de tissu, etc. Donc on avait rentré tout ça, et le diagnostic, hyperplasie. Alors le professeur Valenciennes, qui n'est quand même pas du genre à accepter les choses comme ça, dit, mais attends, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Et pourquoi ? Lui, il a continué avec son patient à faire ce qu'il devait faire. Il apprend à tous les étudiants. Prostate élevée, antigène prostatique élevé, voilà, avec une échographie, voilà, donc une biopsie. Il a été chercher un petit bout de tissu de prostate. Il avait revérifié, bien sûr, il y a quand même des précautions à prendre. Hein. Il avait revérifié que l'antigène était toujours élevé. Réponse, c'était un cancer, là, en l'occurrence. Pourquoi la machine n'a pas
proposer au moins ce diagnostic. Ben, il explique ça comme ça, le professeur Valencien. Il dit, dans cette machine ont été rentrés, bien sûr, des tas d'observations concernant la prostate, des tas d'observations, où on a rentré l'interrogatoire du patient, ce qu'il dit, ce dont il se plaint, le résultat de l'examen physique du médecin, le résultat de l'échographie, etc., etc. Mais par contre, le professeur dit, l'intelligence artificielle a ignoré complètement le PSA. Et il dit ceci, que vraisemblablement, que dans toutes les observations qui ont été rentrées, et à propos des grosses prostates avec un antigène prostatique augmenté, ben l'antigène n'a pas été rentré suffisamment. Donc l'intelligence artificielle, elle prend surtout ce qui est le plus convenant, le plus important cité. Voilà. Alors une intelligence artificielle qui est très intéressante et que les cardiologues étudient actuellement, c'est l'intelligence artificielle qui prend en conséquence un électrocardiogramme. Voilà. Donc une base de données riche en électrocardiogrammes, très très riche, une masse importante d'électrocardiogrammes, on lui propose un électro pour lequel on peut se poser quelques questions. Voilà. Et cet électro, étudié par l'intelligence artificielle, peut nous aider à trouver des troubles du rythme parce que l'œil, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle va faire concurrence à l'œil du cardiologue et sera susceptible de découvrir des centaines et des centaines de troubles du rythme. Et donc, là, vous voyez, normalement, il faut toujours, bien entendu, quand on a une suspicion de troubles du rythme, qu'on ne détecte pas en pleine crise, on fait ce qu'on appelle des holters électrocardiographiques que le malade peut porter 24 ou 48 heures. Ensuite, on les développe et on regarde si effectivement il y a des troubles. Mais là, vous voyez qu'on pourrait effectivement trouver des troubles du rythme comme le plus courant des troubles du rythme, c'est la fibrillation auriculaire, où le cœur est très très rapide sur l'électrocardiogramme, avec un rythme irrégulier, un rythme ventriculaire irrégulier, et là, peut-être, effectivement, c'est à l'étude, il semblerait que l'intelligence artificielle soit d'un grand secret. Alors, un autre domaine, on l'a dit, à propos de la prostate, on a parlé de la prostate tout à l'heure, mais à propos de la prostate, l'intelligence artificielle existe en ce qui concerne les robots. Et beaucoup de CHU sont pourvus de robots qui permettent des interventions sur la prostate. Bien sûr, des tas de données ont été rentrées sur cette intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va permettre de faire fonctionner un robot avec les ustensiles qui conviennent et dans les meilleures conditions, en respectant exactement le geste du chirurgien et même en étant un peu plus précis que le geste du chirurgien, respectant aussi l'environnement de la prostate et va pouvoir permettre des interventions tout à fait performantes avec peut-être effectivement moins de risques. Voilà encore un domaine. Alors ces interventions peuvent avoir lieu, vous l'imaginez bien, à distance grâce à la vidéo. Voilà. Alors je me pose une question à propos de ces intelligences artificielles, tous azimuts. Je me demande, et c'est une question que je me pose personnellement, si en entrant dans une intelligence artificielle des données génétiques, immunologiques, voire bio-ingénierie, on ne pourrait pas arriver, si vous voulez, à faire une médecine régénérative. Je pense par exemple aux greffes rénales et qui permettrait effectivement d'avoir plus de chances de moins de rejets d'une part et surtout aussi d'éviter peut-être les médicaments anti-rejet qui ont leurs propres inconvénients puisqu'ils sont un petit peu immunosuppresseurs. Voilà, alors je me pose, c'est un défi, je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça viendra, mais en tous les cas, pour ce qui concerne les greffes, qu'elles soient rénales, cardiaques ou autres, hépatiques et compagnie, je pense que là, effectivement, voilà un défi, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure dans l'infini de l'intelligence, l'infini numérique de l'intelligence artificielle. On y est, et on y sera. Voilà une explication. Prenons un autre exemple. Une intelligence artificielle qui est faite pour interpréter des images.
en dermatologie. Simplement parce que c'est une intelligence artificielle d'imagerie. Avec votre dermatoscope, vous allez prendre la photo, ça grossit, vous envoyez ça sur l'intelligence artificielle, elle vous répond. Mais attention, si dans cette intelligence artificielle, il n'y a que des photos de névus concernant des caucasiens, c'est-à-dire à peau blanche, et que vous avez affaire à une peau plus foncée, colorée, voire noire, ben l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas vous proposer un diagnostic cohérent, et vous devrez être méfiant. Donc vous voyez, il faut savoir ce qui était rentré dans la machine et ce qu'on peut lui demander. C'est ça le problème déjà important. Quel usage, moi, médecin, je peux faire de cette intelligence artificielle? Qu'est-ce que je peux lui demander? Voilà des données qui sont très importantes. Alors on l'a vu pour aider au diagnostic, mais il y a aussi pour les médicaments. Alors là, vous savez, une personne âgée qui a une hypertension artérielle peut avoir 3 ou 4 médicaments pour l'hypertension artérielle. Et c'est selon les recommandations. Bien sûr, on ne les flanque pas comme ça d'un seul coup du jour au lendemain. C'est en fonction de l'évolution. On dit toujours qu'il faut 6 mois à 1 an pour bien traiter une tension un peu compliquée. Tension, pas toutes les tensions, on y arrive assez facilement. Mais il y a des cas où, effectivement, il faut aller doucement, il faut revenir un petit peu en arrière, etc. Puis on peut arriver à 4 médicaments. Sujet aussi diabétique, il a un traitement pour le diabète. Mais pour peu qu'il ait une petite insuffisance cardiaque, vous voyez, donc on arrive. Alors, il existe des bases qui nous permettent de croiser 1, 2, 3 médicaments. Bon, pas plus, il ne faut pas en demander plus, parce qu'il y a quand même les effets indésirables du médicament, il y a les incompatibilités des médicaments entre eux, ça c'est important, réussir à donner un traitement avec toutes les précautions. Effets indésirables, s'il y a des effets indésirables importants, parce que justement, il y a des contre-indications, la maladie rénale, et que vous donnez un médicament qui va bloquer les reins, je prends par exemple un anti-inflammatoire, vous allez donner, et que le patient a une petite insuffisance rénale, il risque de bloquer ses reins complètement, et ça peut déboucher sur voire une dialyse. Il faut faire très attention, et bien entendu, si vous voulez, l'intelligence humaine, quelquefois, n'arrive pas à collecter tous les effets indésirables, les contre-indications, tout ce qu'on doit connaître sur le médicament. Vous avez vu les fiches de médicaments sur le papier, tout ce qui y est décrit. Et vous imaginez s'il y a 7-8 médicaments? Bon, donc une intelligence artificielle, là, va être d'une utilité incroyable. Vous l'imaginez bien. Ça nous sécurise, nous médecins. Ça nous sécurise, bien entendu, de savoir que là, nous avons un outil important. Mais bon, ceci... Attention, je pense que ces intelligences artificielles avec les médicaments sont pas peut-être encore tout à fait au point, parce qu'il faut vraiment des données très très importantes dans la machine, et puis il faut que le deep learning travaille pour qu'on puisse après pouvoir l'utiliser. Il existe aussi des intelligences artificielles avec des bases de données, de médicaments, mais aussi des connaissances en général, en santé, des pathologies, la médecine de prévention, etc. Donc ces bases de données, si vous voulez, pour le médecin, c'est important parce que, vous savez, on dit toujours qu'un médecin, au bout de 5 ans, il est obsolète. Il sort de faculté et de sa formation au bout de 5 ans. On ne raisonne plus comme ça maintenant. Ça évolue tellement vite que si vous n'êtes pas informé au jour le jour. Donc, il faut que vous puissiez interroger des bases solides. Alors, il existe une intelligence artificielle que vous connaissez, ChatGPT, bien entendu, qui dépend d'OpenEvidence, je crois, aux États-Unis, en Amérique, et qui, elle, bien sûr, vous savez qu'en Amérique, les soins ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Il y a beaucoup de choses communes, mais il y a beaucoup de différences. Ne serait-ce que le malade lui-même, sur le plan culturel, ce n'est pas du tout la même chose qu'une culture européenne, qu'une culture américaine. Donc, tout ce qui a pu être entré dans la machine, ce sont les données des journaux scientifiques américaines où apparaissent quand même les publicités ou différentes de matériel médical ou de publicité, bien entendu, de médicaments.
Alors en France, se met en route là actuellement, je crois que c'est depuis septembre, ont accès les médecins notamment en rentrant un code, c'est MED, MED, GPT. Alors là, les bases de données, très instructives pour le médecin et pour recherche d'un diagnostic, sont basées sur les recommandations officielles, donc avec un certain recul. Parce qu'il y a quelquefois des choses qui sont toutes récentes. Non, il ne faut pas aller trop vite en médecine. On s'aperçoit qu'il faut encore du recul pour pouvoir estimer. Alors on a les données de la Haute Autorité de Santé, les données de l'Agence nationale du médicament qui sont là, entre autres, et puis toutes les données des sociétés savantes de pneumologie, d'endocrinologie, de gynécologie, etc., qui sont rentrées là. Ce sont des choses officielles et reconnues, avec, si vous voulez, les stades de fiabilité, de confiance qu'on peut avoir dans ces bases de données. Donc le médecin peut directement s'informer et ne pas se poser trop de questions en se disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Voilà. Donc c'est une sorte de, oui, comme toute intelligence artificielle, c'est une sorte de copilote. Voilà. Alors on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, finalement, non seulement est un copilote, va faire gagner du temps aussi au médecin, va sécuriser le médecin dans sa pratique et va lui permettre d'évoluer, en plus bien sûr de sa formation initiale et continue sur le plan de la prise en charge de son patient. Alors, il faut dire que les étudiants en médecine sont formés à ce qu'on appelle l'esprit critique à la lecture d'articles. C'est-à-dire qu'un jeune médecin et un médecin doit pouvoir dire « Oui, alors cette étude conclut à cette chose-là, oui, ce médicament est efficace, etc. » Mais il doit pouvoir dire « Ah, il manque telle-ci, ou il y a telle chose, ou il y a un biais. » Dans la sélection des patients, c'est pas bon. Donc il est formé. Mais alors, en ce qui concerne le numérique, toutes les facultés de médecine ne sont pas actuellement, si j'ose dire, équipées en formation, en formateur sur le numérique et à plus forte raison sur l'intelligence artificielle. Là, nous n'avons pas d'avance. Voilà. Là, c'est quand même très important de le dire. Parce qu'après, il faut quand même avoir l'esprit pratique et avoir certains réflexes et aussi savoir dire non ou savoir dire oui ou je me méfie, etc. Va se poser maintenant la responsabilité du médecin qui travaille avec une intelligence artificielle. Alors, quelque part, l'intelligence artificielle devient un outil qui va être indispensable. Rappelons-nous le Code de santé publique. Qu'est-ce qu'il dit le Code de santé publique dans son article R 4127-32 et L 1110-5? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: dès lors qu'il accepte de répondre à une demande de soins, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés, c'est là ce qui est important, sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Faites le rapport entre l'intelligence artificielle et ces articles du Code de santé publique. La responsabilité. Alors, si c'est une intelligence artificielle qui est utilisée par un médecin, mais que cette intelligence artificielle est seule capable de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire que le médecin ne peut pas faire, s'il y a erreur, qui est responsable? Alors si c'est un établissement hospitalier, ce sera peut-être l'établissement hospitalier. Mais là, rien n'est établi. Mais il peut y avoir l'inverse. C'est-à-dire que le médecin demande à l'intelligence artificielle des choses que lui est capable de faire et de bien contrôler s'il y a erreur.
Qui est responsable? Là encore, vous savez que les médecins sont assurés une assurance privée qui leur coûte d'ailleurs assez cher, qu'on appelle au tiers. C'est-à-dire si malheureusement on fait une erreur qui a des conséquences sur la santé du patient, eh bien nous devons assurer les suites. Alors là, les assurances, vraisemblablement, vont poser des questions. Il va bien falloir que les juristes répondent. Alors il est vrai que pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, quand on met au point une intelligence artificielle, il faut réunir tout le monde. Les ingénieurs, les juristes, les médecins, les usagers, qui ont leur mot à dire, bien entendu. De manière à ce qu'on puisse travailler en toute confiance, sans avoir de frein. Or, vous avez vu dans cet article, on doit se soigner selon les données de la science et à l'aide de tiers compétents. Est-ce que l'intelligence artificielle va être considérée comme un tiers compétent? Selon les données acquises de la science, oui, l'intelligence artificielle est alimentée dans un tas de choses. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une manière scientifique de soigner? Vaste problème. Vaste problème. On a donc évoqué tout à l'heure MedGPT. Il faut savoir que ChatGPT aux États-Unis est très utilisé par les médecins. Il y a 8 millions d'interrogations par mois. Hein. Il y a 50 000 médecins de plus chaque mois. Enfin, pendant un certain temps, bien sûr, parce que c'est pas infini. Ça coûte très très cher, hein, bien entendu. Il y a 10 000 établissements hospitaliers qui l'utilisent aux États-Unis. Nous, ça s'est mis en route. Nous avons des confrères qui s'occupent de MedGPT, auxquels on a accès, nous, les professionnels de santé. Et actuellement, il y a 2000 médecins qui servent finalement d'usagers et qui font un retour vers ses confrères. Donc tout ça, ça se met en place. Et je vous ai dit que ce MedGPT, c'est surtout une base de données de toutes les données, si vous voulez, en santé scientifique et qui peuvent aider au diagnostic et que l'on peut interroger. Des bases que l'on a dit officielles, reconnues, où il n'y a pas, si vous voulez, de juge et partie. Voilà, tout simplement. Hein, tout est public, il n'y a pas de juge et partie. Je reprendrai une réflexion d'une collègue journaliste, la docteure Christelle Delarue, dans un mensuel de la revue de médecine générale, donc que nous, médecins généralistes, qui s'adresse à nous particulièrement, médecins généralistes. Elle dit bien ceci: la médecine est un art. Si l'art robotique existe, on est en droit de douter de sa composante émotionnelle. Eh oui, ça c'est important. Voilà. L'intelligence accumule les données écrites, le médecin entre des données orales ou écrites pour interroger la base quand il s'agit d'une intelligence artificielle qui effectivement est formée de cette façon-là. Mais quid de la parole du malade, de son expression, de sa sensibilité? De surcroît, la machine, elle aussi, va livrer de l'écrit ou une réponse à la rigueur orale, mais sur le même ton. Elle paraît très cool. Elle ne fait pas de sentiment, l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, alors le malade, bien ça peut être rassurant pour le malade, mais si c'est un malade stressé, il va se poser des questions au sujet de cette intelligence artificielle. Il va peut-être paniquer, mais ça, l'intelligence artificielle, elle n'en tient pas compte. Elle n'en tient pas compte. Le médecin, lui, s'il a affaire à un patient stressé, il va le constater. Mais vous allez me dire, à l'inverse, si c'est le médecin qui est stressé pour des raisons diverses, là, il y a problème. Le diagnostic va peut-être aussi être influencé par cet état de stress et l'information passée au malade ne sera peut-être pas la même. C'est vrai. Concédons-le. Les frères, bien entendu, pourront
ne pas être, de coller directement à l'intelligence artificielle en étant méfiant. Bah oui, parce que d'abord, il faut être formé, il faut avoir le temps de se former. Ça, c'est important. Bon, et puis c'est toujours difficile de passer d'une pratique que l'on avait l'habitude d'avoir et brusquement de changer. On l'a vu quand l'informatique s'est mise en route dans les années 80. Le médecin, le papier, c'était quasiment terminé. Et puis avec le perfectionnement des logiciels, tout ça, son travail s'est complètement modifié. Mais ça s'est fait là au fil de l'eau. Mais l'intelligence artificielle, là, ça devient plus compliqué. Donc il peut y avoir des freins, il peut y avoir des préjugés. Et puis si jamais il y a une erreur qui est faite par l'intelligence artificielle, peut-être qu'à un moment donné, le médecin perdra confiance et il aura tendance, là encore, à freiner les choses pour lui. Bon, et je pense qu'effectivement, et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que tout ce qui est juriste, ingénieur, professionnel, usager, éthicien, les gens qui s'occupent d'éthique, tout ce petit monde doit apporter le maximum de confiance aux médecins. Et il y a toute la sécurisation des données. Vous savez qu'il y a un règlement européen qui veut que absolument les données soient sécurisées. Avant de terminer, et pour vous montrer quelle est l'importance de l'intelligence artificielle dans la pratique, le CHU de Lille, notamment le service d'anatomopathologie, vous savez, qui étudie les tissus quand on veut savoir si c'est un tissu, par exemple, cancéreux ou un tissu d'une maladie inflammatoire. On fait ce qu'on appelle une biopsie, on fait un prélèvement, on met ça sur une lame et au microscope on regarde et on voit s'il y a les caractères en question de cancer ou les caractères de maladie inflammatoire. Voilà. Et au CHU de Lille, ils ont acquis 5 scanners qui vont, si vous voulez, photographier, si j'ose dire, ces tissus qui ont été prélevés et qui sont étalés sur des lames, de manière à être observés, et il confie ça à une intelligence artificielle qui a été alimentée, bien entendu, en des tas de données tissulaires, anatomopathologiques, et là, ils obtiennent des résultats, mais incroyables, à la seconde, sur une image, vous avez le diagnostic. Et vous imaginez qu'à ce moment-là, le traitement va être le plus approprié possible et assez rapide. On n'attendra pas 3 semaines. Parce que l'embolisation de ces services est très importante dans les CHU. Ils ont beaucoup de travail, énormément de travail. Et les malades attendent pendant ce temps-là, parce qu'il faut prendre des décisions. Est-ce qu'on va faire de la radiothérapie? Est-ce qu'on va faire de la chimio? Est-ce qu'on va faire de la biothérapie, de la chirurgie? Enfin, peu importe. On se pose des tas de questions. Et là, l'importance de la description des tissus, le type de malignité, par exemple, pour un cancer, les caractères des cellules permettent de dire, ah ben non, là, ça sera plutôt tel traitement. Donc, vous imaginez bien, notamment pour ce qui est en imagerie, que ce soit l'échographie, les radios, les IRM, les scanners, toute imagerie où l'on peut avoir des diagnostics parce que ce sont des images et que quelquefois, il y a des choses qui passent inaperçues. On l'a vu tout à l'heure avec cette histoire de prostate où le PSA était passé complètement là. Là, ou sur des radios, des choses qui ne sont... L'électrocardiogramme, on l'a vu tout à l'heure. L'électro va révéler des choses qui sont prémonitoires d'un trouble du rythme. Et bien sur la radiographie pulmonaire, une simple radiographie pulmonaire, vous allez peut-être détecter un premier signe de cancer. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment... Toutes ces bases de données sur imagerie sont à la pointe, si j'ose dire, parce qu'elles ne font pas appel, disons, à ce que dit le patient, à ses antécédents. Alors, bien sûr, le radiologue, lui, le sait, mais la machine ne le sait pas forcément. Mais voilà, donc elle voit ça de façon tout à fait neutre, la machine. Et ça, c'est intéressant. Le médecin peut à ce moment-là remettre l'ouvrage sur l'établi et retravailler le cas de son patient. Le généraliste, dans sa pratique, ne devra pas ignorer l'intelligence artificielle.
On l'a vu à cause d'une obligation de moyens pour soigner au mieux son patient, et il a le devoir, bien sûr, d'éviter toute perte de chance à son patient. Mais c'est vrai que l'outil incomplètement maîtrisé engagera toujours la responsabilité du praticien, car c'est lui qui décide, avec aussi son savoir-faire humain, pouvoir que n'a pas l'intelligence artificielle. Alors les concepteurs iront-ils jusqu'à une incitation à la délégation décisionnelle? La machine, ne devant pas ignorer la loi, le code des déontologies et tous les risques de sa décision à cette intelligence artificielle. Là, c'est un gros problème. Je vous remercie de votre bienveillance suite à ce sujet. J'espère que ça vous a intéressé. La prochaine vidéo, ce sera sur l'hypotension, la baisse de tension en position debout, orthostatique, on appelle ça. C'est une chute de tension lorsqu'on passe de la position couchée à debout ou assis à debout. Pourquoi? Qui est concerné? Quel risque? Comment détecter? Quelles dispositions prendre? Croyez-moi, ça n'est pas rare. J'en détecte régulièrement en consultation quand ce n'est pas le patient qui me met sur la voie. Donc, à bientôt pour cette hypotension orthostatique.